Bonsoir à toutes et à tous. Et il y a plus de toutes que de tous d'ailleurs, c'est intéressant. Bonsoir. Nous allons démarrer cette présentation, non pas de un, mais de deux romans. La négociatrice et La Fondation, sous-titré J'irai rêver à Davos. On verra si on va rêver ou pas. Respectivement publiés en novembre et en février, en auto-édition. Alors, leur autrice est à côté de moi, avec plaisir, Rita El-Khiyari. Rita El-Khiyari était diplomate marocaine et fonctionnaire aux Nations Unies pendant près de 20 ans, à des postes portant sur des thématiques comme l'égalité de genre, la paix ou l'action humanitaire. Elle nous en dira plus si elle le souhaite, mais tu n'es pas obligée. Elle connaît bien ce contexte international et c'est peut-être le point commun entre ces deux livres, on verra. On en parlera, ces jeux de pouvoir qui constituent les toiles de fond de ces deux romans. Je suis ravie de présenter aujourd'hui ces deux livres avec toi, Rita. Merci beaucoup, Lumna. Et bonjour à tous et à tous. Je suis vraiment ravie d'être ici. Pardon, micro. Ça va, c'est toujours jouable au niveau du son. Alors, le premier livre s'intitule La négociatrice. Je crois que c'est celui-là, oui. Il se déroule dans les arcanes de l'ONU. Le deuxième, La Fondation, au Forum économique de Davos. Alors, j'embraye direct avec ma première question. Est-ce que c'est une fascination pour ces lieux de pouvoir ou est-ce que c'est une désillusion qui t'a amené à t'immerger dans ces deux livres? Alors, on ne va pas rentrer encore dans les détails de chacun, mais le point commun, c'est quand même deux lieux de pouvoir, un contexte international. Oui, tout à fait. Je pense que le point commun entre ces deux livres, comme tu viens de le dire, c'est exactement ça. Et c'est aussi des lieux de pouvoir que moi, j'ai eu la chance ou la malchance, c'est selon, de pouvoir fréquenter de près. Et ce que j'ai constaté, en fait, en fréquentant ces lieux de pouvoir, c'est à quel point ils étaient méconnus. Donc, ce que j'ai voulu faire, c'est à travers des parcours humains de personnes ou de personnages forts, de donner à voir aux lecteurs et aux lectrices ces lieux de pouvoir tels que moi, je les avais constatés, tels que moi, j'avais pu les observer. D'accord. On va commencer par la négociatrice. Dans La négociatrice, c'est le parcours de Alia Nasr, 45 ans, française, fonctionnaire à l'ONU et travaillant à New York. Elle est nommée le 10 décembre 2021 et la date a son importance, vous allez le voir. Elle est nommée en tant qu'envoyée spéciale pour la Syrie dans un poste basé à Genève. Qui est réellement Alia et qu'est-ce qui se passe pour elle? Oui, alors Alia Nasr, comme tu l'as dit, Lumna, elle est française, mais elle est aussi marocaine. Et elle est de père marocain et de mère française. Et elle est présentée dans le système des Nations Unies comme française. Et c'était peut-être aussi l'une des premières choses que j'ai voulu montrer, parce que ça lui a permis en fait de bénéficier du soutien d'un pays qui est forcément plus puissant que le Maroc dans le concert des Nations, qui a un poste de membre permanent du Conseil de sécurité auquel elle va être confrontée de manière répétée durant donc sa prise de fonction. Et donc cette femme-là, elle arrive là, dans ce poste à 45 ans, qui est quand même une prouesse, parce que c'est un poste très prestigieux. Généralement, on arrive à ce genre de poste-là beaucoup plus tard dans la carrière. Et elle arrive évidemment avec un bagage, avec un passif, et tous les sacrifices auxquels elle a dû consentir pour en arriver là. Et donc c'est ça en fait ce à quoi on assiste quand on rentre dans cette histoire avec Alia Nasr qui vient d'être nommée à ce poste prestigieux. C'est quelqu'un qui arrive avec déjà des sacrifices et un poids qu'elle porte sur ses épaules et qu'elle a dû donc porter pour en arriver là où elle en est. Donc elle prend un poste à Genève et son premier contact avec le quartier d'affaires à Genève est dans un extrait que je devais te proposer de lire, page 43. Page 43. Essayez de rapprocher le micro au maximum de la bouche. Oui, donc là c'est Alia Nasr qui arrive, donc ce quartier à Genève. Elle s'y sentait déconnectée de tout. Il n'y avait pas un bar ou un restaurant digne de ce nom. Juste une bulle de gens qui se croisaient sans cesse et qui, même s'ils ne se connaissaient pas, se connaissaient quand même, avaient les mêmes rêves et illusions déçues, les mêmes vies faites d'avions, de réunions, d'appels WhatsApp vidéo avec les grands-parents, de maisons secondaires et de fonds de pension, de carrières à mener de front. Ils venaient de Delhi, de Dakar, d'Oslo ou de Bogota, mais ils étaient tous les mêmes,
des citoyens du monde désabusés, déracinés, qui se confortaient de leurs illusions perdues en calculant quotidiennement leur point de retraite, l'allocation pour l'éducation de leurs enfants et leur salaire annuel à 6 chiffres sur les applications bancaires de leur téléphone portable. C'est intéressant ce regard qu'elle a sur Genève, alors que c'est censé être sur le papier le poste dont elle a toujours rêvé. Oui, c'est le poste dont elle a toujours rêvé, mais déjà quand elle le prend, elle commence déjà à opérer cette mue qui va donc l'accompagner durant tout le roman. C'est-à-dire qu'elle se rend compte donc en fait d'un système multilatéral des Nations Unies de plus en plus inutile à mesure que les bouleversements du monde s'opèrent autour d'elle. Et comme très souvent, quand il y a une perte de sens qui, encore une fois, on pourrait y revenir, n'est pas nécessairement liée à l'Organisation des Nations Unies elle-même, mais aussi au système multilatéral, aux dynamiques entre les États, à l'effondrement du droit international, eh bien les gens font ce qu'ils font toujours dans ces situations-là. Ils se replient sur eux-mêmes, ils se replient sur leurs petits privilèges, ils se replient sur leurs petits avantages. Et donc quand elle arrive à Genève, ça lui saute vraiment aux yeux. Vous décrivez l'ONU et son conseil avec ces mots, donc je cite, « Un tourbillon de visages connus, familiers et étrangers, un flot de personnages en costumes sombres, un ballet soigneusement orchestré d'affabilité, de mondanité et de faux-semblants. » Qu'est-ce qu'il y a au-delà de ces faux-semblants finalement à l'ONU? Au-delà des faux-semblants, il y a... Alors ça dépend ce qu'on veut dire par au-delà de ces faux-semblants. Alors les faux-semblants, évidemment, ils arrivent parce qu'on essaye de créer une espèce de proximité forcée qui est établie dans tous les environnements où on doit négocier, où on doit se parler, au-delà des différences, au-delà des spécificités, au-delà des intérêts surtout de chacun et de chacune. Et donc pour masquer ces intérêts, on est obligé de mettre en place cette espèce de proximité forcée que je décris, je crois, à plusieurs reprises dans mon livre, où les gens s'appellent par leur prénom, où on se tape sur le dos, etc. etc. Donc au-delà de ces faux-semblants, il y a d'abord des intérêts bien compris de chacun et chacune, et des États qui de plus en plus vont sortir en fait de ce cadre qui leur a été donné après la Seconde Guerre mondiale pour réaffirmer en fait des intérêts nationaux qui sont de plus en plus forts. Alors souvenez-vous, Alia prend son poste le 10 décembre 2021. Ce qui se passe, c'est que le 24 février 2022, on le sait, la Russie envahit l'Ukraine, et c'est le point de bascule de ton roman, Rita. Parce que d'un côté, il y a le fait qu'elle est, je vous le rappelle, envoyée spéciale pour la paix pour la Syrie. Donc non seulement elle voit tout son processus de négociation qu'elle essaie en fait de mener complètement paralysé, voire vraiment mis sous le tapis. Et en plus, il y a une autre composante qui est un petit peu compliquée. C'est laquelle? C'est qu'en fait, elle rencontre un homme. Et que donc cet homme, c'est son homologue pour la Russie. Donc Alexei Stroganov, c'est le négociateur en chef du côté russe pour le processus de paix pour la Syrie. Alors on le sait, la Russie a joué et joue encore en Syrie un rôle extrêmement majeur à l'époque du roman en soutien au régime de Bachar el-Assad. Et donc en fait cette présence-là, cette rencontre-là en fait va évidemment coupler, comme tu l'as dit, à l'invasion évidemment par la Russie de l'Ukraine, va complètement chambouler en fait une vie qui jusqu'ici était complètement remplie, débordante de son travail et de son environnement professionnel. Dans ce livre, tu décris aussi des personnes qu'on n'a pas l'habitude de décrire. Je pense à Omar, son adjoint. Je pense à Julia, sa conseillère, avec parfois des caractéristiques limite archétypales. Par exemple, Omar, c'est un omané en fin de carrière qui est là plutôt dans un poste un peu plan-plan. Et puis de l'autre côté, on a Julia qui a 28 ans, donc qui pourrait faire partie de ce qu'on appelle aujourd'hui la Gen Z, qui a ce côté très pragmatique, très carriériste aussi. C'était important pour toi aussi de décrire ces personnages-là, en fait? Oui, je pense que c'était important aussi de voir d'autres personnalités qu'on n'a peut-être pas l'habitude, comme tu le disais, de voir. Omar, qui est donc l'adjoint, c'est vraiment le planqué par excellence, celui qui a passé toute sa carrière au sein des Nations Unies en essayant de faire en sorte que personne ne le remarque et en grimpant progressivement. Voilà. Alors je vais te proposer, pour justement parler de Omar, de lire un extrait de pages 209 et 210. Parce que c'est un dialogue où Omar parle à Alia et lui explique un petit peu son état d'esprit. 209.
Vous savez, moi, je me traîne. C'est intéressant d'ailleurs. Vous savez, moi, je me traîne. Vous savez, moi, je me traîne depuis des années dans cette organisation. Alors oui, j'ai eu une belle carrière, des vols en business class, un chalet en montagne et un beau salaire avec plein de chiffres et d'exonérés d'impôts. Mais je me suis toujours sentie un peu comme un imposteur, comme si je devais sans cesse remercier les gens d'être là. J'ai rasé les murs, baisé la tête, je me suis employée le plus que je pouvais à être transparent. La plupart des gens pensent que je suis sans personnalité, sans idée, sans talent. J'ai dû me rendre comme ça au fil des années pour être acceptée. Ce n'est écrit nulle part, ce n'est dit nulle part, mais cette organisation, elle n'est pas faite pour les gens comme moi. Alia, elle est faite pour les Français, les Américains, les Suédois de ce monde. C'est eux qui payent, alors c'est eux qui contrôlent. À la fin, c'est ça qu'il reste. Est-ce qu'à la fin, c'est ça qui reste? Pas nécessairement, mais pas nécessairement. Il y a beaucoup de ça, c'est évidemment pas la totalité, d'ailleurs je pense qu'on en a un exemple ici, mais au final oui, ceux qui payent c'est ceux qui contrôlent et forcément l'Organisation des Nations Unies, cette enceinte qui évidemment est censée représenter ces 193 États membres de manière égale, etc., on comprend bien que ce n'est pas totalement le cas. Alors on va revenir à Alia, mais là on va passer à la fondation. Sous-titré donc, comme je l'ai dit, J'irai rêver à Davos. Alors je ne sais pas si beaucoup d'entre vous sont partis rêver à Davos, mais quand on lit le roman, ça ne nous fait pas du tout rêver. On y suit une autre femme qui s'appelle Sarah Pinson, française aussi, qui a 32 ans, fraîchement recrutée par une fondation engagée auprès des entrepreneuses dans les pays du Sud pour un poste de chargée en communication à San Francisco. Sauf que sa supérieure hiérarchique, Marianne, lui demande de rejoindre l'équipe au forum de Davos avant sa prise de fonction. Et tout le livre se déroule sur 7 semaines à Davos. Même question que pour Alia, qui est Sarah? Sarah, c'est un caméléon. Sarah, c'est une franco-tunisienne. Ça la décrit bien, oui. Oui, qui n'a pas connu son père, qui a été élevée par sa mère, qui est une ouvrière, et qui a fait de très bonnes études, mais qui s'est aussi toujours sentie aussi une imposteur et un peu illégitime. Et Sarah, elle décroche aussi le job de ses rêves en tant que chargée de communication dans cette grande fondation. Alors, elle n'a pas de nom, elle s'appelle la fondation, mais on voit un peu quel genre de grande fondation ça peut renvoyer. Et donc voilà, elle arrive en fait au bout d'un processus qui, pour elle, en fait, marque le début de sa nouvelle vie. Quand elle décroche ce poste donc au sein de la fondation. Alors, tu as dit le mot, c'est un caméléon. Elle sait s'adapter, c'est pour elle sa principale qualité. Après, on verra est-ce que c'est vraiment une qualité. Et elle en parle notamment pendant sa scolarité à Sciences Po, parce que tout le long du livre, on est presque dans la tête de Sarah, donc grosso modo, elle fait des flashbacks et elle se remémore certaines choses. Et il y a cette citation, page 62, tu sais, je te fais travailler, c'est comme ça. 62. Elle nous disait... Elle nous disait que rarement ce qu'elle pensait vraiment. C'est là. Ah oui. Elle ne savait toujours pas ce qui lui avait pris. Elle ne disait que rarement ce qu'elle pensait vraiment, a fortiori lorsqu'elle savait que ça risquait de déplaire. Elle avait vécu sa vie entière comme cela, à servir aux gens ce qu'ils avaient envie d'entendre, pour s'adapter, pour survivre, pour avancer. Est-ce que c'est une qualité, le fait d'être un caméléon? Pour Sarah, j'entends. Jusqu'à un certain point. Donc je pense que justement, Sarah, quand elle arrive à la fondation avec ce nouveau poste qu'elle a obtenu de haute lutte, avec beaucoup de sacrifices à la fois de sa part à elle et aussi de la part de sa maman, elle a obtenu ces nouvelles fonctions grâce à sa capacité à s'adapter. Mais en fait, à un moment, ça va switcher, c'est-à-dire qu'elle va passer de l'autre côté de la barrière, où une suradaptation devient un moment où on se perd et on ne sait plus exactement qui on est ni où on veut aller. Parce qu'elle s'adapte et aussi elle obéit. Ça fait partie aussi de ses qualités entre guillemets. Bien sûr. Ce qu'elle avait mis en avant jusqu'à présent comme qualité, c'est qu'elle obéit. On lui dit de faire quelque chose, elle le fait. C'est comme ça qu'elle a avancé toute sa vie. Et là, elle se pose des questions sur est-ce que finalement c'est une bonne chose que d'obéir à des ordres, même si ces ordres sont donnés par sa supérieure ou son supérieur hiérarchique? Oui, parce qu'effectivement, je pense que je peux en parler. La première bascule de ce roman, c'est qu'on lui demande en fait, non pas de trafiquer des chiffres, mais d'arranger les chiffres pour correspondre un peu plus à la réalité
la fondation et son PDG veulent faire paraître. On lui explique effectivement que le monde est en plein bouleversement, que l'administration Trump est là, que la fondation a subi beaucoup de pression de la part de cette administration, qu'il est important de se faire voir sur son meilleur jour. Et comme elle est en charge un petit peu de la communication et de la visualisation des données, on lui demande de trafiquer les chiffres. Et ça va être la première bascule en fait du roman. Et elle le fera, parce qu'elle est Oui, obligée. elle le fera. Après quelques hésitations, mais elle le fera. Non, mais c'est intéressant aussi parce qu'il y a aussi un autre point de bascule, on va y arriver, mais Davos, tout comme l'ONU. Vous écrivez « L'après-midi fut marqué par un tourbillon de réunions brèves et successives dont Sarah ne sut vraiment que retenir. Elle s'efforçait de prendre des notes, mais parvenait difficilement à faire sens de tout ce flot incessant de paroles souvent non signifiantes. » Là encore, Davos, qu'est-ce qu'il y a en dehors de la vacuité de ces rencontres de gens qui finalement se connaissent très très bien par ailleurs? Alors en fait, Davos, c'est un environnement très particulier. Alors j'ai eu l'opportunité, l'occasion d'aller à Davos il y a quelques années pour le Forum économique mondial. Et je dois dire que ce que j'y ai vu, moi j'étais extrêmement surprise. Et pourtant, j'ai vu des environnements un peu comme ça, cloisonnés, en huis clos, etc. Mais là, je crois que vraiment, c'est vraiment quelque chose de très particulier. Et je crois que ce qui s'y joue vraiment, c'est en fait la collusion entre le pouvoir politique et le pouvoir économique. Et autour de ça, il y a beaucoup de choses qui sont du bruit, qui sont du théâtre. Mais je crois que le cœur de Davos, c'est vraiment ça. Voilà. Et excellente transition avec un extrait un peu long, pardon, mais que je t'ai demandé de lire. Il s'agit d'une longue diatribe de Daniel, qui est un reporter qui connaît bien Davos et qui parle avec Sarah suite, il fait écho à cette visite de Greta Thunberg à Davos et à cette apparente prise de conscience des enjeux écologiques. Et lui, il a un côté que l'on peut prendre pour un côté très cynique, mais qui finalement est assez réaliste. Et il lui dit cela. Alors c'était 110. Tout Davos n'avait parlé que de cela cette année-là, y voyant un symbole de la fin de l'ère fossile, un passage de témoin de l'ancien monde au nouveau. Comme sur tout le reste d'ailleurs, Davos s'était trompé. Il n'y avait pas eu de passage de témoin. On avait porté au nu des dizaines d'autres jeunes activistes du climat. On avait noyé le poisson comme on savait si bien le faire. On avait dilué le combat. Pendant ce temps, les entreprises pétrolières avaient effectué un petit nettoyage de printemps. Elles avaient verdu leur logo et rafraîchi leur communication. Elles avaient investi dans un parc éolien et une centrale solaire. Et Davos était passé à autre chose. Elle bruissait maintenant d'intelligence artificielle et d'humains augmentés. Les lycéennes étaient désormais des adultes, assises sur les strapontins. Même la guerre en Europe, celle qui les menaçait tous, disait Daniel, n'était plus au centre des débats. Les apparitions de Zelensky lassé, la guerre à Gaza était absente. Les industriels de l'armement jubilaient, les opportunités étaient immenses sous la pression de Donald Trump. Les pays de l'OTAN devaient se réarmer dans un mouvement sans précédent dans l'histoire. Les gains à engranger étaient astronomiques. Davos suit le mouvement, continua Daniel. Ils font tout pour nous donner l'illusion d'être en avance, dans l'avant-garde, mais non. Ils nous préparent de beaux événements sur le futur comme aujourd'hui, mais en réalité, ils sont comme des chiens charognards. Ils reniflent les cadavres et s'en repaissent. Ils se nourrissent de la guerre, du retour de bâton sur le climat et sur les droits des femmes. Ils se sustentent de la dérégulation. Ils bouffent sur le dos de la misère du monde. Davos, c'est que ça. Alors c'est son point de vue à lui aussi. Alors lui, Daniel, c'est un journaliste d'un magazine financier, voilà. C'est un Anglais. C'est un peu une petite star dans le milieu de Davos. Il fait un peu la pluie et le beau temps. C'est aussi un peu un vieux beau. Et voilà, c'est son point de vue à lui, qui est exagéré par le côté blasé et cynique de quelqu'un qui, de manière répétée, a fait, 10, 15, 20 Davos. Alia et Sarah, on va croiser tes deux livres, donc tes deux principales protagonistes. Elles ont en commun plusieurs caractéristiques. Tu l'as dit, évidemment, en dehors de leur binationalité, elles sont en même temps françaises, marocaines pour Alia, tunisiennes pour Sarah. Elles sont carriéristes. Elles semblent, du moins, et l'une et l'autre, revendiquer une certaine maîtrise, un certain contrôle de leur destin. Mais finalement, moi j'ai eu l'impression en lisant les deux livres qu'il y avait une sorte aussi que tu pointais du doigt, une sorte d'effondrement, une sorte de perte de repères, et chez l'une et chez l'autre, pour différentes causes, par rapport à différents incidents qui arrivent dans leur vie. Est-ce que c'est aussi ça que tu voulais
que tu voulais mettre en évidence. Cette espèce de vie extrêmement bien régulée, bien faite, sur des rails qui finalement vacille, comme si tu leur disais, et que si tu nous disais, nous, lecteurs et lectrices, mais en fait, rien ne va sur des rails finalement. Non, c'est très vrai. Et je pense que, en fait, il y a deux points d'entrée. Et la raison pour laquelle, en fait, ça déraille, comme tu dis, elle est double. À la fois parce que ce sont des êtres humains, et aussi parce que c'est des femmes. Et je vais y revenir parce que c'est important. Il y a aussi quelque chose de spécifique aux femmes qui revient dans mes deux romans. D'abord, en fait, ce que j'ai voulu explorer, c'est qu'est-ce qu'il reste de l'humain, qu'est-ce qu'il reste de sa motivation. C'est Romain Gary qui disait le juste milieu, quelque part entre s'en foutre et en crever. Et bien en fait, comment réussir à garder, ni s'en foutre complètement, parce qu'il ne faut pas être blasé quand on travaille pour des organisations comme ça, ni en crever, parce qu'il faut quand même rester, vivre sa vie, et ne pas être complètement consumé par le mandat de l'organisation pour laquelle on travaille. Et en fait, comment on garde cet équilibre-là au moment où il y a une perte de sens quand même. On voit tous autour de nous que le système multilatéral tel qu'on l'a connu, il est en train de quand même de partir vraiment dans une direction qui est compliquée. Donc ça, c'est le premier truc qui fait que ça déraille. Et la deuxième chose qui fait que ça déraille, c'est que c'est des femmes qui avaient vraiment beaucoup de contrôle, mais c'est aussi des femmes pour qui il y a eu des injonctions qui étaient contradictoires. Et ça, c'est, je crois, quelque chose de très typique du leadership féminin. C'est comment est-ce qu'on fait pour tout réussir. Et je crois que c'est Leila Slimani qui dit que les femmes sont vraiment libres lorsqu'elles pourront arrêter de tout avoir, c'est-à-dire de pouvoir choisir. Et là, c'est un système qui ne fonctionne pas parce que les injonctions sont contradictoires. Et il y a quelque chose aussi du leadership féminin en général, mais dans ces milieux-là, il est encore plus exacerbé parce qu'il y a le déracinement aussi, il y a le fait de vivre loin de chez soi. Donc il y a comment avoir des enfants, comment avoir une famille, comment s'occuper de ses parents malades. Dans la négociatrice, il y a aussi cet élément-là. Et donc ça, c'est vraiment des thématiques qui sont aussi propres aux femmes dans ces milieux-là. Tu disais dans des organisations sans être blasé et finalement sans perdre leur âme. Pourtant, en lisant en fait tes deux livres, j'ai eu l'impression qu'on ne pouvait y être qu'en étant quand même un petit peu blasé. Là, je pense que ça dépend. Je pense que ça dépend des gens. Je pense que ça dépend des environnements. Je pense que ça dépend aussi. Mais c'est vrai qu'il y a des moments historiques et personnels où, évidemment, ça devient plus compliqué de rester avoir la foi. Il y a aussi, alors puisque tu as, on a décidé de se tutoyer, n'est-ce pas ? Il y a dans tes deux romans aussi une manière d'aborder puisque tu as abordé la question des femmes. Une manière d'aborder aussi les violences de genre, qu'elles soient symboliques ou qu'elles soient aussi matérielles. On ne divulgâchera pas ce qui se passe dans l'un des deux. Comme ça, vraiment, le suspense est entier. Est-ce que c'est un aspect que tu as voulu sciemment ou consciemment montrer ? Parce que je sais que parfois, on est souvent porté par sa plume sur des choses, sur des terrains que l'on n'avait pas prémédités de prime abord. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu voulais d'emblée mettre dans tes romans ? Oui, c'est quelque chose que je voulais d'emblée mettre dans mes romans. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les questions, comme tu le disais en introduction, sur les questions d'égalité homme-femme, à l'ONU notamment. Et donc voilà, donc c'est vraiment une question que je voulais vraiment intégrer et c'est quelque chose de sciemment. C'est des choses que j'ai pu aussi constater durant mon parcours. Tu as dit que j'avais travaillé presque 20 ans dans la diplomatie. Ben voilà, c'est des choses que l'on ne donne pas assez à voir. Que l'on ne donne pas assez à... Pourtant, un peu comme sur le texte que tu lisais tout à l'heure de Daniel sur toute la partie greenwashing, etc., on a aussi beaucoup de pinkwashing, de violet washing, de tout ce que tu veux en termes de washing sur les questions de genre. Tu crois qu'aujourd'hui, est-ce que c'est encore un sujet ? C'est totalement un sujet majeur. C'est encore même un sujet qui revient de plus en plus, puisqu'il y a un backlash. Et d'ailleurs, dans l'extrait que je viens de lire, Daniel en parle, c'est-à-dire qu'il y a un retour de bâton en fait sur à la fois les questions climatiques et les questions d'égalité homme-femme. Donc oui, et puis le genre étant une question éminemment politique, quand il y a des défis et des mouvements politiques tels que ceux auxquels on assiste aujourd'hui, c'est la première question à laquelle ils s'attaquent. C'est le corps des femmes, c'est l'égalité homme-femme, etc. Et puis l'égalité entre les hommes et les femmes, surtout dans ces environnements-là, c'est aussi une question de partage du pouvoir. Et ça, c'est pas des choses qui sont vraiment adressées de manière profonde. C'est-à-dire qu'on reste, comme tu as dit, sur le pinkwashing, souvent à la surface des choses. Oui, ça n'empêche que la majorité des conseils d'administration sont tout de même
composés d'hommes, que les lieux de pouvoir aujourd'hui sont de plus en plus aussi masculins, etc. Il y a un exemple de l'amie de Alia dans le premier roman, dans La négociatrice, qui, elle, est un peu le contre-exemple de Alia, parce qu'elle, elle travaille aussi à l'ONU, mais elle a un mari, des enfants. Oui, comme quoi c'est possible, apparemment, je sais pas. Et cette femme-là, raconte-nous ce qui se passe aussi pour elle, parce que c'est intéressant aussi, en regard et on va dire en regard croisé par rapport à la chance qu'a Alia et à cette opportunité d'aller à Genève. Ça, c'est vraiment dans tout le début du roman. Et on a son amie qui, elle, est un peu dans une autre configuration. Et pour elle, on va dire son statut matrimonial joue en fait en sa défaveur. Exactement. Et donc en fait, on voit bien que les deux se retrouvent face à des choix impossibles dans les deux cas. C'est ça que j'ai voulu justement montrer à travers Tasnim, donc, qui est la meilleure amie de Alia, qui est sud-africaine, qui est indienne de Sud-Afrique du Sud, qui a été à Harvard. Et donc oui, donc elle, par contre, elle a un mari, elle a 2 enfants, elle est dans un niveau un peu senior, mais pas trop, au sein de l'organisation, elle est très contente avec son poste, etc., etc. Ils habitent à New York, et tout d'un coup, son poste est relocalisé au Sud-Soudan, qui est donc ce qu'on appelle au sein des Nations Unies non-family duty station, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'y aller avec sa famille, c'est juste interdit, donc voilà, on y va seul. Et donc elle se retrouve aussi face à un dilemme par rapport à son mari qui ne veut plus bouger, et le fait que du coup ça va la bloquer à la fois dans sa carrière. Donc en fait les deux se trouvent finalement dans des situations opposées, mais tout aussi bloquantes. Et on sous-estime, je trouve, après, c'est aussi ce que tu détailles, on sous-estime le poids de la bureaucratie. Enfin, on a l'impression que ce sont des organisations qui sont un peu plus agiles, un peu plus fluides, et pourtant, on a l'impression que c'est vraiment la bureaucratie telle qu'on la connaît tous et toutes ici dans notre pays. Il y a vraiment quelque chose, un élément de bureaucratie qui est très prégnant dans les 2 livres d'ailleurs. Ah c'est un euphémisme. Non, mais évidemment, l'ONU, il faut voir que d'abord, c'est une organisation qui est extrêmement grande. Et donc, par sa taille, forcément, ça, comme toutes les administrations, ce sont des fonctionnaires, on l'oublie. Des fonctionnaires internationaux. Et il y a une bureaucratie qui est extrêmement pesante. Mais là, il y a un élément supplémentaire qui se rajoute. C'est que, en fait, l'organisation n'a pas de supranationalité sur les États. On a tendance à l'oublier en disant l'ONU ne fait pas assez ici, l'ONU ne fait pas assez là-bas. Finalement, c'est les États membres qui décident. Et donc, du coup, il y a des espèces de nouveaux mécanismes qui se créent tous les jours par les États membres et qui se rajoutent dans un espèce de millefeuille administratif très, très difficile à naviguer. Il y a des gens, au bout de 15 ans aux Nations Unies, vous n'avez toujours pas maîtrisé, fait le tour de toutes les strates qui peuvent exister. Donc oui, c'est une bureaucratie extrêmement, extrêmement lourde. Et l'amour dans tout ça? Parce que vous avez choisi aussi, j'ai l'impression sciemment dans les 2 romans, des histoires d'amour qu'on identifie, enfin, on en a parlé un petit peu, que j'ai identifié d'emblée dès le départ. C'est-à-dire d'emblée, on sait qu'on est dans des romances, ce sont des femmes, donc il fallait une histoire d'amour, ou c'est plus non-genré que ça, on va dire? Non, je pense qu'en fait, alors déjà dans le premier, effectivement, dans le deuxième, un petit peu moins, même si c'est plus flou. Mais je pense qu'en fait, justement, pour moi, c'était le symbole de la conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle que j'essayais de mettre en avant à travers ces histoires de couple, et comment justement l'humain se mêle donc aux géopolitiques et aux politiques de manière générale, et comment les deux ont une influence. Alors évidemment, c'est très stéréotypé dans La négociatrice, puisque en fait, c'est vraiment dans l'interaction avec son homologue russe qui a des intérêts différents, évidemment, surtout après l'invasion de la Russie par la Russie de l'Ukraine. Donc ça a été vraiment, vraiment stéréotypé, si on veut. Mais c'est ce que j'ai voulu montrer, c'est comment on arrive à concilier tout ça dans cet environnement-là. La négociatrice, publiée en novembre 2025. La Fondation, février 2026. Tes prochains projets, pardon. Bon, alors comme tous les gens qui aiment écrire, j'ai plein de trucs en tête, mais je pense que le prochain livre que je vais écrire, c'est quelque chose que j'avais d'ailleurs en tête depuis quelques mois déjà, c'est une suite à La négociatrice. Voilà, donc parce que je trouve que ce dont j'ai envie, c'est vraiment que Alia Nasser, elle nous accompagne dans les bouleversements que connaît le monde. Et depuis la fin du processus de paix en Syrie, qui est donc le théâtre de ce roman, puisque le roman s'achève avant la chute de Bachar el-Assad, donc il est toujours dans ce processus de paix-là, il y a eu quand même des changements majeurs. L'élection de Donald Trump,
aux États-Unis, une refonte aussi de l'ordre multilatéral, des crises en cascade. Et voilà, donc j'aimerais vraiment écrire la suite à la négociatrice. Il y a une date de publication qui est déjà prévue? Oui, je sais tirer les... s'engager sur ça. Jamais, mais d'ici à la fin de l'année. Ça, c'est sage. On sent l'expérience de la bureaucratie de l'ONU. Ne jamais s'engager sur une date, oui. Alors, on va donner la parole au public pour des remarques, des échanges, des questions, ce qui vous plaira. On est en famille ici. Alors, pas tous en même temps. Oui. Merci Rita. On te découvre sous une autre facette. Et merci aussi à Loubna Sarraj parce que c'était vraiment un plaisir de voir ce dialogue plutôt que cette interview. Moi j'ai deux questions, elles sont très très simples parce que j'ai pas pu tout. Il y a beaucoup de problèmes Alors ma première question, quel a été le déclic pour toi? Quand est-ce que tu t'es dit je vais faire un livre? Est-ce que c'était un process, une maturation? Ou là, un beau jour, tu décides et voilà. Et puis ma deuxième question, surtout concernant l'ONU, est-ce que tu aurais pu faire ce livre tout en étant toujours à l'ONU? Ou là, il fallait partir, prendre de la distance et donc voilà. J'y vais? Ouais. Merci beaucoup. Alors le déclic, je pense qu'il n'y a pas vraiment de déclic, c'est un processus comme tu l'as dit. On peut témoigner ici que j'ai toujours dit que je voulais écrire un livre depuis que je suis toute petite. Je pense que tous les gens qui écrivent des livres... Loubna, j'aimerais bien que tu répondes aussi à cette question d'ailleurs. Mais voilà, donc je pense que c'est quelque chose qui était en moi depuis très longtemps, que j'ai évidemment, on peut dire, refoulé ou mis de côté pendant très longtemps. Et puis après, il y a une concomitance entre ce qu'on appelle midlife crisis en anglais, c'est-à-dire on arrive à un moment où on ne sait plus trop dans quelle direction on veut aller, et donc on revient un petit peu à des choses qu'on avait mis de côté, donc je pense que c'est ça. Après ce livre, je l'ai écrit, je travaillais encore à l'ONU, donc j'ai mis à peu près, le premier livre, je l'ai mis à peu près 1 an à l'écrire, de bout en bout, donc j'ai réussi quand même à le terminer assez rapidement, je trouve, en tout cas de mon point de vue. Alors je me suis aussi, je me suis vraiment mise, j'ai dédié du temps, des week-ends, etc. Et est-ce que j'aurais pu l'écrire alors que j'étais encore... Alors je l'ai écrit alors que j'étais encore à l'ONU, est-ce que j'aurais pu le publier alors que j'étais encore à l'ONU? Alors Zine me dit oui, je sais pas, en tout cas je me suis sentie plus libre de le faire de cette manière-là. Voilà. Est-ce que tu avais besoin d'une distance? Ce qui est très intéressant, je rebondis. Je profite de votre question pour rebondir encore sur une autre question. Est-ce que tu as eu besoin, au-delà de est-ce que c'était possible, on va dire officiellement, mais est-ce que toi tu avais besoin d'une distance émotionnelle et peut-être aussi géographique pour pouvoir le publier? Oui, très clairement, parce que je pense que je ne me serais pas sentie de faire tout ça en même temps. Et aussi de défendre mon roman et puis de pouvoir en parler librement. Je pense que c'était franchement essentiel pour moi. Ça marche? Ok. Merci Rita, merci à toutes les deux pour le dialogue, c'était vraiment très intéressant. J'ai lu les deux bouquins avec grand plaisir. Ça se lit très bien, c'est très réel. Je viens du système, donc je peux en témoigner. Et je pense que... Je suis contente que tu l'aies fait, Rita, parce que je pense que c'est nécessaire. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui comprend, ou qui même sait ce qui se passe à l'intérieur de cette organisation et parmi les différentes organisations de l'ONU et les différents niveaux et les différents staffs et l'humain de toutes ces personnes-là qui semblent avoir beaucoup de privilèges et beaucoup de... Mais
un peu leur vie. Je pense que sur ce plan sociologique, j'ai trouvé ça très intéressant. La négociatrice, très intéressant, mais aussi la fondation, parce que c'est un peu la même vie, hein. Un peu ces ONG internationales qui vont un peu partout dans le monde, c'est un peu les mêmes. Alors donc, ma question, c'était que est-ce que tu considérais, là, que ce soit dans la négociatrice ou dans la fondation, tu as décrit la partie globale des deux organismes, les sièges, la vie du siège du secrétariat des Nations Unies ou de la coopération internationale. Mais il y a tout un autre monde au niveau des pays, des communautés, tout un autre travail que je sais dont tu as fait l'expérience aussi. Donc, est-ce que ça, c'est un domaine, un monde que tu pourrais aussi explorer? Merci beaucoup Zineb et merci aussi d'avoir déjà lu mes 2 romans, c'est vraiment sympa. Oui, alors ça c'est aussi dans mes projets, quand je parlais de la liste des choses sur lesquelles j'avais envie de travailler. Alors déjà dans le 2e tome de la négociatrice, je ne veux pas trop en révéler, mais évidemment j'ai déjà la trame, etc. Il y aura peut-être un petit peu plus de focus aussi sur la présence pays. Mais c'est effectivement quelque chose qui... je pense que j'ai commencé par le global parce qu'il y a peut-être plus de choses. Pour moi, non, mais pour moi aussi, en venant, parce que le dernier poste que j'ai occupé au sein de l'ONU en tant que fonctionnaire, ça a été à New York au siège. Et donc, il y avait beaucoup de choses qui, à ce moment-là, me parlaient, un processus aussi de réforme de l'ONU, etc., qui était en cours. Donc, je pense que ça m'a aussi inspirée. Mais effectivement, c'est quelque chose que je considère. En vous écoutant sur le contenu des 2 romans, je me suis posé la question sur la notion de secret professionnel. Et bien sûr, ce n'est pas une contrainte juridique, mais aussi morale. Donc, est-ce que cette question a été dans ta tête lorsque tu étais en train de rédiger? Bien entendu, il s'agit d'un roman, donc d'une fiction. Mais dans l'échange, maintenant, on sent qu'il n'y a presque pas de limite entre le factuel et la fiction. Donc, est-ce que c'est une manière d'échapper à la contrainte de cette profession que tu as basculé vers le roman? Ah, c'est une très bonne question. Alors, déjà, juste pour clarifier, je révèle aucun secret professionnel. Moi, je n'ai jamais travaillé personnellement sur le processus de paix sur la Syrie. Donc, toute l'information qui est dans le roman, en fait, est de l'information qui est publique. Alors, je me suis effectivement basée sur des faits réels, c'est-à-dire qu'en fait, la trame de mon roman La négociatrice, c'est vraiment la trame du processus de paix tel qu'il s'est déroulé. Donc, en fait, le roman est ponctué par des événements, des briefings au Conseil de sécurité, des réunions de l'Union européenne, des visites que Ali a fait à Damas, etc., où elle rencontre les autorités et le gouvernement de Bachar. Mais moi, je n'ai jamais travaillé sur ces questions-là, donc je ne révèle rien que je saurais. D'ailleurs, je me suis aussi fait attention à m'éloigner de choses. Après, on va pas se mentir, moi, j'ai jamais travaillé sur les secrets d'État. Hein. Les seules choses confidentielles sur lesquelles j'aurais peut-être pu travailler, ça aurait été plutôt au ministère des Affaires étrangères marocain. Là, je ne m'aventure pas sur ce terrain-là. Alors la fiction est intéressante effectivement parce qu'elle permet aussi de s'éloigner finalement des jugements de valeur et des jugements moraux et que parfois on arrive juste à décrire en fait un microcosme tel qu'il est et des points de vue de personnages qui ne sont pas nécessairement la réalité. Par exemple, tout à l'heure j'ai oublié de répondre à ta question sur l'assistante, c'est pas vraiment l'assistante, la conseillère, special assistant. La conseillère de Alia qui s'appelle Julia, qui est une Norvégienne de 28 ans, elle a par exemple une vision un peu de l'organisation qui n'est pas forcément la mienne. Donc vous voyez, c'est-à-dire que la fiction permet ça aussi. Elle permet aussi à travers donc, du coup, le roman, de mettre en lumière des choses qui ne sont pas nécessairement une vérité absolue, mais qui sont des points de vue sur des choses. Quant au microcosme, j'ai pas l'impression de révéler quelque chose de vraiment particulièrement secret. En fait, c'est des choses que tout le monde qui approche de près ou de loin ce milieu peut constater. Les salaires sont disponibles en ligne. On peut faire des estimations, on peut savoir combien chaque fonctionnaire de l'ONU, dépendamment où il est et quel grade il la touche. Donc, c'est des choses qui sont vraiment publiques. Mais finalement, c'est des choses, comme disait Zineb tout à l'heure, finalement, le grand public ne connaît pas.
Et on est souvent dans des visions un peu romancées vraiment cette fois-ci, du milieu diplomatique, dans des séries Netflix ou dans des choses qui sont parfois un petit peu éloignées de la réalité. Moi, j'ai voulu montrer une réalité un peu plus crue. Voilà. Merci Rita. Donc c'était ma première question, c'est pour le secret professionnel. J'allais poser la même question comme c'est Abdelrazak, mais je reviens vers vous. Est-ce que des clics pour écrire, ça vient après des angoisses ou bien après de mauvaises expériences? Est-ce que c'est vrai que c'est une thérapie? D'après ce que j'entends toujours, j'ai passé des moments difficiles, mauvaises expériences, et après j'ai essayé d'écrire pour passer des messages pour les autres et pour sortir de mes souffrances, mes angoisses. Est-ce que c'est le cas pour vous, Rita? Et bravo. Hein. Merci, c'est gentil. Mais pour moi, c'est le contraire. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'écrire soit une thérapie, je ne sais pas. Si pour d'autres personnes, ça l'a été, très probablement, surtout des gens qui ont vécu des traumatismes et qui écrivent sur les traumatismes. Moi, j'ai dû travailler sur moi pour pouvoir écrire. C'est l'inverse. Parce que je pense que c'est pas facile de sortir un roman. Commencer un projet et de le terminer, alors après, bon, la qualité, chacun jugera, mais déjà de le sortir et de le terminer, c'est un processus au long cours, et on est de nombreux ici à s'y être prêtés. Mais donc moi, c'était le contraire. Il a fallu justement que je travaille sur moi pour pouvoir me reconnecter justement à cette envie-là et pouvoir sortir un roman. Voilà. Oui, merci Rita. Merci. Écoute, moi, bon, merci. Bravo Rita. Moi, je trouve que c'est beaucoup de courage. Je pense que tu n'as pas eu beaucoup à te forcer. Tu as toujours été une très belle plume. Donc, maintenant, côté écriture, pour le reste, bravo. Moi, j'aurais une toute petite question. Par rapport à tes collègues, ou donc par rapport à toutes les personnes que tu connais qui ont été... Quel genre de commentaires tu as reçus? Je pense que... Merci beaucoup déjà pour la question. De la même manière que ce qui vient d'être dit, je pense que les gens étaient contents d'avoir un roman, pour la négociatrice en tout cas, d'avoir un roman qui les représentait, où ils se retrouvaient. Parce que finalement, il n'y en a pas tant que ça. Des romans sur l'ONU, sur cet environnement-là. Donc je pense que pour moi, les retours des collègues en tout cas ont été franchement bons, ne serait-ce que pour ça. C'est-à-dire que les gens... peut-être aussi ont retrouvé des angoisses, certaines préoccupations, certaines aspirations, certaines problématiques. Ce que je disais tout à l'heure sur la question des parents qui sont loin et qui vieillissent, de la conciliation de la vie privée et vie professionnelle, la perte de sens, des gens qui sont aussi qui travaillent sur des dossiers et qui ont un événement géopolitique qui arrive et qui les affecte aussi au plus profond d'eux-mêmes, mais qui doivent quand même gérer d'une manière professionnelle. Enfin, tous ces dilemmes-là sont, je pense, qui sont au cœur de mes romans. Je pense que les gens étaient contents de les retrouver dans de la fiction. Alors, comme on a encore un petit peu de temps, je vais rebondir sur la question de monsieur et donc de madame, parce que je crois que vous aviez la même question. Donc oui, c'est un roman. Oui, tu n'as pas raconté des choses sur lesquelles toi-même tu as travaillé, avec lesquelles tu as été en contact direct. Et peut-être qu'il y a est-ce que Alia, finalement, je vais reprendre ton personnage, dans le premier, donc dans La négociatrice, est-ce que Alia, finalement, ne fait pas preuve d'une grande naïveté en pensant que ce processus de paix peut évoluer, alors que, on sait, tu as parlé de séries, etc., il y a pléthore de séries sur La Diplomate, House of Cards, etc., qui expliquent en fait ces arcanes de pouvoir, que ce soit avec l'ONU ou dans les pays, etc., et on sait aujourd'hui que même quand il n'y a plus de négociations, il y a quand même des négociations. Est-ce que tu n'as pas été tenté de maintenir une forme de dialogue en souterrain, ou est-ce que c'est le fait que ce soit du point de vue de Alia que tu écrives et de garder cette espèce de, ce que j'appelle naïveté, qui n'est pas un gros mot dans ma bouche, enfin, c'est aussi une forme elle a cette naïveté parce qu'elle y croit en fait, de bout en bout elle y croit. Je ne sais pas si elle y croit. Elle y croit, oui, elle y croit, mais elle croit aussi que ça sert sa carrière. Parce que quand elle arrive, en fait... Elle s'accroche. Quand elle arrive, oui, mais parce qu'en fait, c'est aussi par ego. C'est pas que, justement, c'est un peu les deux. C'est-à-dire que c'est aussi l'ego de se dire, moi, je vais réussir là où les autres ont échoué,
Alors quand on dit réussir, ça ne veut pas dire, c'est-à-dire voilà, sécuriser la paix en Syrie de manière totale. C'est vrai, peut-être. Ça veut dire juste faire des... Alors c'est peut-être que ce serait incrémental. bien- oui, mais c'est ça. Peut-être que ce serait bien de préciser qu'est-ce que c'est, parce qu'on se rend compte que la réussite, c'est par exemple avoir une réunion avec toutes les personnes autour de la table. Voilà. Ça, c'est pour elle, c'est vraiment une grande réussite. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire qu'on en est là. Le fait de pouvoir réunir 5 personnes autour d'une table, c'est une réussite. Oui, et le changement, il est progressif et il est Exactement. incrémental. Ouais. C'est la réussite. Alors, voilà. Madame dit déjà avoir cette étape, c'est une énorme Ouais. étape aux Nations Unies. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire on a l'impression quand on dit réussite, c'est que le processus de paix va évoluer, alors que non, juste de réunir ces femmes, en fait, par exemple, ces femmes pour le processus de paix en Syrie, elles rament, en fait, littéralement, elles rament. Oui, bien sûr. Et puis voilà, donc le changement, il est incrémental, il est très progressif, c'est des tout petits steps. Donc elle, déjà, elle essaye d'aller plus loin que ses prédécesseurs. Pour elle, c'est aussi une femme carriériste, hein, et c'est ça aussi que j'ai voulu montrer, c'est que très souvent, en tout cas moi, quand je me présentais, je ne sais pas si c'est le cas d'autres personnes, en tant que fonctionnaire de l'ONU, les gens pensaient que je travaillais pour, je sais pas, une organisation humanitaire. C'est pas ça, hein. Les gens, c'est des professionnels, c'est des diplomates avec des carrières, des ambitions, un très haut bon salaire. Donc c'est pas voilà. Et donc la dame, elle arrive là, Alia, elle veut d'abord montrer que il y a un côté très égo, très première de la classe. Elle veut montrer aussi qu'elle va arriver là où d'autres ne sont pas arrivés. Donc la naïveté, elle est je pense pas qu'elle soit là. Elle est vraiment sur d'abord la nature du changement qu'elle essaie d'atteindre et aussi le fait qu'elle veut elle se positionner pour la suite de sa carrière jusqu'à ce qu'il lui arrive ce qui lui arrive. Ouais. Oui, madame. Oui, madame. Merci, mais en fait, je voulais juste dire que tel que tu décris le système, moi je le vois tout de suite. Et bravo, parce que vraiment, bien avant qu'elle intègre à New York, c'était surtout à New York. Mais je voulais quand même faire témoigner du rôle que peut jouer aussi les Nations Unies, par exemple au Maroc. C'est pas toujours... c'est-à-dire que vraiment, on essaie de, avec, par exemple... Je vous signe Yawatei. Je voulais juste dire que il y a quand même, disons, une différence. Par exemple, le système des Nations Unies ici au Maroc, sur le terrain, on ne peut pas, bien sûr, il y a énormément de traits communs qu'on retrouve même dans les pays. Mais le fait d'être sur le terrain permet parfois d'engranger des changements qui sont extrêmement positifs. Et j'en prends comme exemple le travail qu'on avait fait, moi, les associations, le mouvement des femmes, avec les Nations Unies, notamment l'UNIFEM, avec Zineb Benjelloun, durant la bataille pour la réforme du Code de la famille, etc. Donc, je ne sais pas comment ce système, est-ce qu'il marche sur deux pieds ou c'est juste, disons, des dynamiques qui sont très locales et qui sont plus liées à des personnes qu'à un système qui fonctionne, disons, différemment selon le global et le local. Merci beaucoup. Et je pense que c'est exactement ce que Madame. Je pense que c'est exactement ce que Zineb a voulu dire tout à l'heure, c'est-à-dire après le global, est-ce que tu veux te focaliser sur aussi écrire l'histoire, enfin sur un roman sur ce qui se passe dans les pays. Et effectivement, moi j'ai commencé aussi, comme je te le disais tout à l'heure, par le global, parce que justement, il y a, évidemment sur le terrain, c'est beaucoup plus mitigé. Et il y a des gens aussi formidables qui sont très motivés par ce qu'ils font, qui arrivent à des résultats. Mais au final, ce dont je me suis rendu compte aussi au fil des années, c'est que l'ONU est très dépendante des gens et que les institutions sont très faibles. Et que c'est les gens en fait qui portent. Et c'est problématique. C'est à la fois une très bonne chose parce que si les institutions étaient très fortes, elles auraient étouffé certaines initiatives individuelles comme celle que tu viens de décrire. Parce que soutenir le mouvement des femmes pour une réforme
politique dans un pays, c'est pas forcément quelque chose que tous les bureaux des Nations Unies feraient. Donc l'institution n'est pas assez forte pour étouffer ça, mais elle n'est pas assez forte non plus pour compenser des défaillances quand elles arrivent. Et donc finalement, c'est chez les gens qui font l'institution. Et d'où mon livre aussi pour montrer justement le côté humain de ce travail-là, qui repose aussi sur des individus et des personnes. Voilà. Je rebondis aussi sur cette question. S'il fallait aujourd'hui réformer l'ONU, par quoi est-ce qu'il faudrait commencer? Et non, tu n'as pas 3 heures. Alors il y a tout un processus qui est en cours qui s'appelle ONU 80. Il y a plein de choses à faire. D'abord, il y a trop de monde, il y a trop d'entités. Il faut déjà rationaliser tout ça. Il y a trop de monde dans les sièges, pas assez de gens dans les bureaux pays. Et il y a trop d'entités. Je crois qu'on est à 43 entités des Nations Unies. Et quand on regarde même plus, il y en a 75 entités des Nations Unies. Donc vraiment, c'est un truc qui est devenu un machin. Voilà. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire en termes de rationalisation. Donc ça, c'est pour ce qui est le travail interne. Après tout, il y a tout ce qui est dynamique externe. L'ONU n'est que le reflet de ses États membres. Et ça, c'est un truc que je dis et que je répète parce qu'il y a une méconnaissance qui... Ben non, on ne peut pas, parce qu'il n'y a pas de supranationalité. Est-ce que les États membres n'accepteront jamais de donner leur pouvoir à quelque chose de supranational? Donc il faut peut-être essayer d'améliorer les prises de décision, notamment le fait que 5 pays décident de tout. Donc finalement, aujourd'hui, ne décident de rien, parce qu'il n'y a plus aucune décision qui est prise par le Conseil de sécurité. Enfin bon, il y a énormément de choses à réformer. Merci Rita, merci Madame Serrej. Alors Rita, tu as parlé de romans, mais des romans qui partent de la réalité. Quel est le pourcentage de la réalité dans tes romans et quel est le pourcentage de la romance? La deuxième question, c'est que tu as parlé de Alia et de Sarah. Est-ce que c'est leur nom respectif réel? Et est-ce que tu leur as demandé que tu vas écrire sur les 2 personnes? Merci. Merci Nébia. C'est difficile de dire quelle est la part de réalité et quelle est la part de fiction. Je pense que la part de réalité, c'est des choses qui sont observées et qui sont aussi subjectives. C'est-à-dire que c'est des personnages que j'ai rencontrés, que je ne reproduis pas à l'identique. C'est toujours des bouts de gens, des bouts de moi, des bouts d'autres gens qui se retrouvent consolidés dans un personnage. Le processus de paix, comme je disais pour la Syrie, est réel. Donc ça, c'est vraiment... en tout cas, les faits sont réels. Pour ce qui est de Davos, moi, comme je te disais tout à l'heure, j'étais à Davos, donc j'ai pu constater un petit peu. Donc, par exemple, dans le roman La Fondation, il y a un moment, il y a une conversation entre quelqu'un d'une grande boîte technologique et quelqu'un de l'intelligence artificielle. Moi, c'est un événement auquel j'ai assisté. C'était entre Microsoft et Sam Altman, donc le dirigeant de OpenAI, sur justement l'intelligence artificielle. Donc voilà, il y a des choses que j'ai observées, mais il n'y a pas de personnage réel. Il n'y a pas de Alia, il n'y a pas de Sarah. C'est pas des gens qui existent vraiment. C'est des personnages fictifs et inventés.